Bonjour à tous, bienvenue sur Demain pour un nouveau rendez-vous au VIP Club qui ouvre son salon cette semaine à l'univers du hip-hop et plus particulièrement à la danse. Pour cela, qui mieux que celui qui a été le premier à ouvrir les portes de la télévision au hip-hop français en 84. Et lui, c'est Sydney qui a été aussi le premier animateur de radio et de télévision noir. Il nous racontera son parcours personnel et médiatique. Et bien sûr, nous parlerons danse hip-hop avec la nouvelle génération de performeurs, Anne Nguyen et Zahir Cherkaoui, deux artistes qui ont fait de leur passion leur métier. Allez, HIP, c'est parti. Et on démarre avec le papa du hip-hop français, j'ai nommé Monsieur Sydney. Bonjour Nest. Bonjour Monsieur Sydney. Je suis très impressionnée. Je suis très impressionnée parce que je vous regardais quand j'étais petite, beaucoup plus jeune donc. Maintenant je suis plus âgé, c'est moi qui vous regarde. Ouais. Ça vous dérange qu'on vous appelle papa du hip-hop Non, au contraire, c'est comme un parrainage. Je crois que quand on est parrainé, c'est qu'on est reconnu dans sa discipline. Et je crois que c'est le plus beau salaire qu'on puisse avoir, surtout 25 ans après une belle histoire comme celle du hip-hop, quoi. Et c'est dingue parce que vous êtes arrivé, on est toute une équipe, hein, derrière il y a les cadreurs, en régie, etc. Et vous faites le même effet sur tout le monde. Mais c'est pareil, c'est dans la rue, vous avez toujours le même respect, on vous regarde avec les yeux qui brillent. J'étais à la Gare du Nord tout à l'heure et un monsieur très charmant qui passe, qui me dit, vraiment vous, il a utilisé ce mot, vous, monsieur Sydney, respect. Je trouve ça très beau et je me suis demandé, mais pourquoi j'instaure tant de respect, ça me fait vraiment plaisir parce que j'ai toujours voulu et toujours demandé à toute cette jeunesse et cette génération de se respecter l'un l'autre avec un code d'amour, d'amitié à travers la danse, à travers la musique. C'est un truc qui est vraiment en moi. Alors quand on s'aperçoit que même qu'en vieillissant ou avec le temps, on rappelle cette image, je pense que c'est la plus belle image. Il vaut mieux avoir une image de respect qu'une image de, je ne sais pas, ringard ou voyou, je sais pas quoi. Moi, je préfère ça, quoi. Donc, c'est tout à mon honneur. À chaque fois, même en venant ici, c'est touchant. Je reste toujours éternellement surpris. Je me dis, tiens, le succès, c'est un truc, c'est éphémère. On finira par passer, on passera dans la rue, on ne connaît plus. Voilà. Alors, quand 25 ans après, sans rien faire, je suis pas trop médiatisé ces temps-ci, je suis pas quelqu'un de je suis pas trop grand-chose. On s'aperçoit quand les gens vous imaginent toujours là, ou vous voient et vous respectent, vous le disent, toujours des mots sympas. C'est le plus beau salaire pour un artiste. On va revenir sur l'émission, sur votre parcours à la télé. Avant, je voulais savoir un petit peu qui était Sydney, parce que finalement, je ne connais pas l'homme qui se cache derrière moi. derrière le type qui faisait HIP, HOP. Il y avait mes frères. Les frères et sœurs. Mes frères et sœurs, voilà. Alors, qui est Sydney? Vous êtes né à Argenteuil Argenteuil. En 55, on dit 9-5. En quelle année? Il ne faut plus le dire. Il ne faut plus le dire. C'est comme James Brown. Dédicace à James Brown. Et donc, vous êtes né dans une famille de musiciens. Ouais. Je suis né dans une famille de musiciens, mes oncles, mon père, saxophoniste, une famille de souffleurs, on dit ça. C'est vraiment tous des saxophones, trombones. On jouait de tout. Il y avait toutes sortes d'instruments à la maison. Comme je dis, je suis musicien, mais je n'ai pas de mérite. À la maison, il y avait tout ce qu'il fallait, un piano pour jouer et tout, et c'est parti de là, quoi. Puis j'ai toujours eu que des grands frères. Donc les grands frères, on veut toujours faire comme les grands frères, et comme les grands frères faisaient aussi de la musique ou de la danse, on était une famille a toujours régné une ambiance de fête, de musique surtout. Qui était peut-être hérité aussi de vos origines? Oui, déjà les Antillais, c'est déjà un peu comme ça. Même pareil, ma famille est d'origine guadeloupéenne, mais en plus mon père nous a élevés avec le jazz. Donc ma mère était fan d'Ella Fitzgerald, mon père c'était le jazz, donc forcément on baignait dedans depuis tout petit. Donc j'ai commencé à jouer de la batterie à l'âge de 7 ans. Ensuite je suis passé un peu de guitare et puis plus grand j'ai voulu rentrer au conservatoire, donc j'ai fait un conservatoire piano. Après, j'ai changé mes cours de piano avec des cours de saxophone. Et après, j'ai 18 ans, 19 ans, je commençais à jouer de la guitare basse. Et je suis resté sur cet instrument, donc voilà, je suis un peu une sorte de multi-instrumentiste par la force des choses. Et, voilà. Quelle valeur quelle éducation vous ont donné vos parents? Ben celle-là, c'est justement celle-là, avec les grands frères, c'est celle du respect, de
de la musique. La musique, quand on cultive un art, c'est forcément, il faut qu'on ait cette notion d'amour pour les gens, l'envie de donner, de transmettre aussi, parce qu'on m'a transmis des valeurs et que ces mêmes valeurs, on les retransmet systématiquement de suite. Quand on joue, on fait de la musique, parce que je suis musicien avant tout, c'est quelque chose que je prône. Si je suis arrivé à la télévision, c'est par la musique. Pour moi, c'est ça. Et c'est l'envie de faire entendre, de donner du bonheur sur scène, de l'amour. Voilà, c'est le respect, la générosité. Ouais. Cette générosité, elle doit être... je crois qu'elle doit partir du fond du cœur. Si elle est vraie, elle est réelle, elle dure toute la vie. Et alors racontez-moi, comment vous avez baigné et découvert cette culture qu'est le hip-hop? Elle est arrivée naturellement parce que à l'époque où, d'ailleurs je fais encore un hommage à James Brown, parce que j'ai vraiment été élevé avec lui, je suis aussi en deuil de lui ces temps-ci, mes grands frères achetaient tous les derniers disques, 45 tours, vinyles, qui sortaient. Donc on était déjà, nous, une famille très en avance, toujours à l'affût du dernier tube américain, donc de la dernière danse. Et j'ai toujours gardé ce cycle-là. Dès l'âge de 11 ans, j'étais collectionneur de disques. Et avant de devenir DJ, j'avais toujours besoin d'avoir les dernières nouveautés, bien sûr, chez moi et à la maison. Et pour danser dessus, et la nouvelle danse c'est quoi, et même malgré tout il n'y avait pas internet ni rien de tout cela, mais on se débrouillait quand même, on savait ce qui se passait, et on dansait les dernières danses, et on écoutait les derniers titres, donc toujours à l'affût de tout ce qui est nouveau depuis tout le temps, et ça a toujours perduré, et quand à 19 ans je suis passé DJ dans les boîtes de nuit à Paris en 74, j'étais DJ, j'étais un des premiers DJ. Ma première boîte, j'ai demandé une deuxième platine à mon patron et il m'a mis dehors parce qu'il me dit une seule platine, ça suffit. Et alors il ne savait pas qu'avec deux on pouvait mixer. Il y avait scratcher pas encore, mais avec l'étape de mixage ça n'existait pas. On permutait comme ça, et comme j'avais qu'une seule platine, j'ai demandé un micro pour qu'en changeant les disques, je parlais dans le micro. C'est ce qui m'a révélé en tant qu'animateur. C'était la Sydney Touch. Voilà, ça arrivait en même temps que la technique déboulait ou s'améliorait. Tout s'est fait vraiment sur le tas, quoi. Le fait d'être DJ, le fait d'être animateur. C'est ce qui a ouvert les portes d'abord de la radio? Oui, c'est ce qui m'a ouvert les portes de la radio, parce que je travaillais dans une petite boîte derrière le Palace qui s'appelait l'Emerald Club. C'était une boîte vraiment purement black, où je mettais du son purement pointu et du funk, du p-funk, de la salsa. Je mélangeais les musiques. J'étais un des premiers DJ à mélanger toutes sortes de musiques, mais en restant musique noire, donc du jazz rock et tout ça. Et là, j'ai créé des concours de danse où on faisait tout et n'importe quoi, mais on le faisait vraiment bien avec très peu de moyens. Et j'avais des clients comme Clémentine Sélarié, Jacques Higelin, qui venaient dans cette petite boîte, ils avaient envie de se lâcher vraiment avec un son total. J'avais des musiciens de Bob Marley qui venaient, j'avais Nina Hagen qui venait des fois dans cette boîte, parce qu'ils cherchaient vraiment une boîte pointue. C'était la boîte un peu la petite référence, petite boîte, ils venaient dedans. Et un jour, Clémentine Sélarié, qui travaillait déjà sur cette première chaîne de radio d'État qui s'appelait Radio 7, à Radio France, Marie-France Brière, qui était la directrice de cette chaîne de radio, cherchait un animateur black pour faire le 10h-22h quotidien. Et pourquoi black? Elle cherchait un animateur black pour mettre de la musique noire. Elle s'est dit, pour mettre de la musique, France Brière, elle est comme ça. Ouais. Si on doit prendre un spécialiste, il faut que ce soit un spécialiste de cela. Je pense qu'elle avait fait une émission sur le rail, elle aurait pris un maghrébin. Voilà. Donc elle a demandé, et Clémentine Sélarié lui a dit, mais attends, il y en a un, il faut aller le chercher, c'est lui, il est bien fou, il est dans sa cabine là-bas. Et Marie-France Brière est venue donc un jour à l'Emerald Club, on ne l'a pas laissé rentrer. Parce qu'il y avait très peu de blancs qui rentraient. C'est pas d'une forme de ségrégation, mais on lui a dit, vous allez vous faire agresser, rentrez pas. Elle a dit, je veux rentrer où il est. Et elle m'a demandé de faire Marie-France Brière, elle m'a regardé travailler comme ça, et c'était en début de soirée à 11h, donc j'avais pas démarré. Elle me dit, allez-y, vous allez mettre l'ambiance là. Je lui ai dit, attendez madame, je la connaissais pas, elle m'a pas sorti sa carte. Je lui ai dit, attendez, c'est pas l'heure, il est 11h, on se prépare. Elle dit, alors quand est-ce que vous commencez? Je lui dis, mais attendez, allez prendre un verre. Enfin, c'est vraiment une belle histoire que j'ai eue. Je vais la raccourcir parce que c'est un peu long. Et quand à minuit, tout le monde était là, que là, j'ai commencé à envoyer le son, à parler dans le micro, à mettre le feu, elle me dit, c'est vous que je veux, vous montez tout de suite à la radio. Et moi, je lui réponds, vous, je vous connais pas, non, je vais nulle part. Eh bien, vous allez faire la radio. Et moi, je lui dis, non, j'aime bien avoir mes gens devant. Moi, la radio, ça ne m'intéresse pas. Et c'est vrai, ça vous intéressait absolument pas? Ah, mais non, pas du tout, parce que je ne savais pas. Moi, quand je ne sais pas faire quelque chose, il faut que je prenne des cours. Alors,
Et elle en a eu marre, alors elle a sorti sa carte pour écoutez, vous m'appelez. Et quand j'ai vu sur sa carte le macaron de Radio France, j'ai dit mais c'est là qu'il y a la grande discothèque où il y a tous les disques du monde entier sont dans la tour, comme j'étais collectionneur de vinyles, je suis toujours collectionneur de vinyles d'ailleurs. Elle me dit oui c'est là. Je dis je pourrais y accéder si je travaille. Mais bien sûr que tu pourras y accéder. J'ai dit bah d'accord, je vais faire de la radio. Donc en fait c'est pour ça que vous avez dit oui. C'est parce que vous aviez accès finalement à cette caverne Alibaba. Exactement. J'y suis allé parce que je rêvais ma vie d'aller dans la discothèque de Radio France. C'était comme si voilà. Et là c'est le carton. Voilà, c'est le carton. Là, c'est le carton. L'émission fait un véritable tabac et on vous déroule le tapis rouge de la télévision. Ouais, c'est-à-dire que ce qui s'est passé, j'avais une émission thématique du lundi au vendredi et que le lundi, je faisais peut-être jazz, je sais plus ce que je faisais. Il y avait une journée reggae aussi, raga, je faisais tout style de musique, mais c'était très thématique. Et le jeudi, c'était les nouveaux sons, électro, tout ce qui était nouveau dans le funk. Et c'est là qu'on est tombé dans le hip-hop sans le savoir. Parce que c'est toujours pareil, c'est pas l'intermédiaire de la musique. Donc, arrivent ces albums Africa Bambaataa, Planet Rock, et on passe je me mettais à passer de l'électro, et quelqu'un au standard appelle, le standard, il y a le fax, qui appelle, qui dit bonjour, j'arrive de New York, vous êtes le seul à passer du Africa Bambaataa, il est chez moi, je peux vous le ramener si vous voulez. Génial. Alors je lui dis écoutez, moi je connais François Mitterrand, c'est mon copain, c'est ça, quand vous aurez fini de raconter des conneries. C'est bon. Ouais. Écoutez, je viens demain. Ok, ben venez demain. On a l'habitude à la radio d'entendre des gens qui appellent au standard, qui nous racontent n'importe quoi. Et voilà Africa Bambaataa qui vient à la radio avec toute son équipe et tout. Et là, alors là, c'était terminé. C'était Laurence Twitou. Ouais. Et Laurence Twitou arrive avec Africa Lokoum, qui maintenant s'occupe du site internet de chez Universal. Et on est devenus tous super amis. On a amené tous ces gens du hip-hop. M'a dit attends, donc je rentre à Radio 7, Mr. Freeze, Fable. Tous ces gens qui ont amené toute la robotique. Ouais. Et voilà, au lieu de faire la fameuse Zulu Nation. Toute la Zulu Nation qui arrive à Radio 7 en 82, c'est en 82. Et au lieu de faire l'émission à chaque fois, j'apprenais à danser dans le hall. Et il n'y a pas que moi, c'est tous les jeunes on arrivait, on découvrait la danse. Moi, j'étais déjà danseur de jazz. C'est comme ça, en fait, que vous allez découvrir le break, le smurf et tout ça. Le break, le smurf, on l'a appris sur le tas. Là, moi, j'étais déjà danseur, mais danseur de jazz. Et jazz rock, donc il n'y avait qu'un pas. Bien là. Et de là, Marie-France Brière, un jour, j'organise une dédicace donc avec Futura 2000. De t-shirts, je dis j'annonce juste à la radio si vous voulez, fait une dédicace de Futura 2000, il va venir, c'était déjà venu un ami, il est marié avec une Française qui travaillait à l'époque en Europe 1, CC, et il y a du monde qui vient dans le hall, c'est vraiment, tout le monde débarque de partout. Ça devient the place to be. The place to be, une Radio France, et comme Radio France, le parquet, le lino, il est super bien nettoyé, nickel, les jeunes en profitaient pour venir avec les cirés pour apprendre à tourner sur le dos. Et comment ils réagissent les gens qui travaillent dans cette institution qui est Radio France? C'est pas rien. Non. Comment ils réagissent quand ils voient débarquer cette bande de Zoulous justement qui smurfent et ils les laissaient pas rentrer, mais comme moi la Radio 7 était pas loin des portes, on allait voir les vigiles, ils laissaient passer ces jeunes en kawaii et tout. T'es étonné de les voir tourner sur le dos, nettoyer le parquet sans qu'on ait besoin d'aspirateur ou de polish, et ils nous ont laissé faire, mais ils ont appelé Marie-France Brière en pleine nuit parce que l'émission était assez tardive pour dire voilà qu'est-ce qui se passe, il y a une invasion de jeunes et tout, venez tout de suite, c'est pas possible, ils sont tous en train de tourner sur le dos, qu'est-ce qui se passe? Alors elle est arrivée en pleine émission et elle a trouvé ça génial. Elle va être nommée à TF1 et c'est ce qui va elle va un petit peu emmener dans son bagage pas qu'un peu, voilà. Elle décide d'en faire une émission de télé et comme d'habitude, comme elle a l'habitude de choper les gens, elle me dit voilà ce que tu fais là, faut faire une émission avec. Alors je me retourne vers les Américains, j'appelle Bambaataa, je dis voilà on va leur faire une émission sur le hip-hop, est-ce qu'elle peut s'appeler hip-hop? Il dit ok, pas de problème. Je demande aux Américains d'abord certaines autorisations parce que tout leur appartient à ce niveau-là. Et il n'y avait pas d'émission au monde sur le hip-hop. Alors donc comme